Alors ça peut être ça, mais il faut essayer de reprendre le concept de catastrophisme, et d'ailleurs de catastrophe, dans sa plus grande extension, et peut-être d'abord dans son étymologie tout simplement. Donc catastrophe, le mot catastrophe vient de catastrophe en latin, qui lui-même vient du grec catastropher, et qui signifie renversement ou bouleversement, hein. Alors de telle sorte que, au fond, ça explique d'abord une sorte d'usage courant du terme, hein, qu'on emploie à tous. Quand on dit de quelqu'un qu'il est catastrophiste, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans une certaine mesure, euh, il attend toujours le pire, c'est-à-dire qu'il s'attend toujours à des événements, qu'ils soient naturels ou pas, qui ont des conséquences désastreuses, et dans une certaine mesure, les envisage de manière pessimiste. Donc ce serait ça un catastrophiste. Alors en revanche, ce que l'étymologie nous permet de comprendre, c'est que le terme de catastrophe ne désigne pas nécessairement le caractère désastreux de ses conséquences, hein. Dans une certaine mesure, ce qui compte dans la catastrophe, ce ne sont pas ses conséquences, c'est l'existence même de la catastrophe, c'est-à-dire l'existence même de l'événement. Et en ce sens-là, le catastrophisme, c'est d'abord une théorie de la discontinuité. Bon. Alors c'est comme ça que ça apparaît dans le courant du XIXe siècle, dans le cadre des sciences de la vie et de la terre, ou disons de la géologie et de la biologie, où on voit naître une opposition entre deux types de théories, des théories qu'on appelle uniformistes et des théories qu'on appelle catastrophistes. Bon, les théories uniformistes consistent à expliquer un état donné de la Terre ou du vivant à partir d'un processus dont on estime qu'il s'applique de manière continue et à l'identique depuis l'origine. Bon. Et à l'opposé de cet uniformisme, on voit apparaître les théories dites catastrophistes qui pensent un état donné de la Terre ou du vivant comme la conséquence d'un certain événement ou d'une série d'événements, donc de catastrophes, hein, de rupture. Alors, en ce sens-là, il faut donc maintenir cette idée que est catastrophiste non pas celui qui pense qu'il arrive un événement nécessairement désastreux, mais celui qui pense un état donné d'une situation comme la conséquence d'une rupture. Je crois que pour introduire cette question, il faut d'abord essayer de dire que cet usage contemporain, alors qui a été, je crois, introduit en tout cas en France par la publication d'un livre de Jean-Pierre Dupuy en 2002, qui s'appelle Pour un catastrophisme éclairé, quand l'impossible devient certain, c'est un très beau titre que j'essaierai de commenter tout à l'heure, et que la spécificité de cet usage donc, du terme de catastrophisme tient à mon avis à deux choses. D'une part, une extension générale du champ d'application de ce concept. Il s'agit plus simplement de penser l'évolution du vivant. D'ailleurs, on a abandonné justement le catastrophisme en ce sens-là depuis longtemps en théorie de l'évolution, ni un état de la Terre, mais de penser de manière générale l'advenue d'une catastrophe globale qui va donc concerner l'ensemble des champs dans lesquels ce concept pouvait avant s'appliquer. Et cette catastrophe globale, qu'est-ce que c'est? C'est sur le fond d'anthropocène, de changement climatique et aussi de raréfaction de la possibilité de se procurer des ressources naturelles, un effondrement général de la théorie de la civilisation thermo-industrielle et à terme, et justement à terme proche, la possible extinction de l'espèce humaine. Alors, ça c'est d'abord le premier point, c'est qu'en ce sens-là, le catastrophisme devient global. Le deuxième point, qui est peut-être un petit renversement subtil, c'est que la catastrophe ne devient pas tant l'objet d'une certaine théorie que le cadre au sein duquel on va être amené à développer un certain nombre de théories, hein. Donc ce n'est pas simplement un objet de pensée, ça devient peu à peu la condition sous laquelle toute pensée doit se développer. Alors de la même manière, puisqu'on est dans les élections européennes, chacun pourra le constater, de la même manière que un parti politique qui proposerait un programme, par exemple économique, sans le penser sous la condition de la question du réchauffement climatique, n'aurait absolument aucune audience, c'est-à-dire ça n'aurait absolument aucun sens. On peut considérer que le catastrophisme au sens global est la condition générale sous laquelle toute pensée, que ce soit la philosophie ou d'autres sciences humaines, donc la condition générale sous laquelle toute pensée est contrainte de se développer pour devenir tout simplement crédible ou pour avoir tout simplement un sens. En admettant que la catastrophe soit, comme je l'ai indiqué, non pas simplement un objet de pensée, mais le cadre dans la condition duquel peut se déployer une pensée. Ça a un certain nombre de conséquences en fait, ce cadre-là, et l'une de ces conséquences, c'est, à mon avis, en tout cas ça fait partie des sujets sur lesquels je travaille, une transformation assez radicale de la manière dont on envisage l'homme, et notamment de la manière dont on envisage le rapport de l'homme à la technique. Alors, je voudrais expliquer pourquoi. Pendant très longtemps, et en fait depuis très longtemps, depuis en fait l'Antiquité grecque et par exemple le mythe de Prométhée, la question qui se posait au sujet de l'homme était une question au fond assez simple et se formulait de la manière suivante.
Comment est-il possible, étant donné la faiblesse naturelle de l'homme, le fait qu'il soit si peu doté d'attributs naturels qui lui permettent de se procurer ce dont il a besoin pour vivre, etc., comment est-il possible, étant donné cette faiblesse-là, qu'il ait pu survivre? Voilà. Comment est-il possible que l'homme ait pu survivre? Et à cette question, on répondait par, alors non seulement la technique, mais la culture au sens large. C'est-à-dire que toute la théorie de la culture était pensée comme une réponse à cette question. C'est la culture elle-même, dont la technique, qui a rendu possible que cet être vivant, qui n'avait rien pour lui, ait réussi à survivre. Je pense que la question de la catastrophe, comme condition sous laquelle on se met à penser, oblige à renverser en fait cette manière d'interroger l'homme. La question n'est pas de savoir comment l'homme, comme être naturellement faible, a pu survivre. La question est de savoir comment cet homme, qui s'est doté de tous les outils culturels et notamment techniques qui lui ont permis de survivre, comment est-il possible que cet homme marche vers sa propre destruction. Et en ce sens-là, vous voyez, donc l'inversion ici, elle est complète. Et alors cette inversion, elle a été d'abord pensée, enfin elle a été notamment pensée au début du XXe siècle par l'école de Francfort, notamment par Horkheimer et Adorno, dans un livre qui s'appelle La dialectique de la raison, où c'était vraiment la question qui posait, mais c'est une question qui n'a cessé en fait de prendre de l'importance, et qui en effet s'est centrée sur, c'était pas central pour eux, c'était pas seulement central pour eux, qui s'est centrée sur la question de la technique. Vous voyez, le renversement de la technique. Comment la technique qui était censée nous permettre de survivre alors qu'on n'avait pas les moyens naturels de le faire, est devenue notre manière de marcher jusqu'à notre propre destruction. Oui, alors là aussi c'est une question compliquée parce que le problème du progrès est de savoir alors d'abord de quelle nature est ce progrès et qu'est-ce qu'on cherche à faire en essayant de progresser dans le domaine où on essaie de progresser. Alors là encore, je pense que ce qui compte, c'est de bien comprendre quelle est la situation de l'homme et de l'action humaine par rapport à la question de la catastrophe. Pour essayer d'aborder ce point, je voudrais essayer de distinguer ce concept de catastrophe. On prend toujours dans ce sens-là, c'est-à-dire comme la condition sous laquelle on est obligé de reposer en fait toutes les questions qu'on s'était posées jusqu'ici. Donc essayer d'envisager ce concept dans sa distinction avec un concept qui peut paraître très proche et qu'on peut d'ailleurs entendre prononcer à cette occasion, qui est celui d'apocalypse tout simplement, puisque le concept d'apocalypse, qui a été, si j'ose dire, popularisé par le dernier livre du Nouveau Testament, avait justement pour fonction d'annoncer ou de décrire quelque chose comme une fin du monde. Bon. Et donc on pourrait se dire que, au fond, le catastrophisme, ça n'est jamais qu'un nom contemporain et peut-être sécularisé pour parler de quelque chose de l'ordre de l'apocalypse. Alors je pense qu'il y a au contraire de très grandes distinctions entre une théorie de l'apocalypse et une théorie de la catastrophe. Je voudrais essayer de marquer trois petites distinctions, parce que ça va nous permettre de revenir sur cette question du rapport de l'action humaine à ce qui arrive. Bon, la première distinction, elle est absolument centrale, c'est que dans l'Apocalypse au sens du Nouveau Testament, ou plutôt l'Apocalypse au sens du Nouveau Testament, est l'objet d'une révélation, et donc d'une foi, et au fond n'engage que ceux qui ont cette foi ou que ceux qui y croient. En revanche, la théorie de la catastrophe n'est pas du tout l'objet d'une révélation, c'est l'objet de prévisions scientifiques, tout simplement. Par conséquent, comme le dit Michael Fossel dans un livre, je crois, de 2012 qui s'appelle Critique de la raison apocalyptique, et je trouve que sa formule est excellente, il dit nous entrons dans un moment de l'espèce humaine où l'apocalypse elle-même est entrée dans le domaine rationnel. Ça, je trouve ça très très juste. Donc on n'est pas dans l'ordre de la révélation, il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire à l'arrivée de la catastrophe, c'est effectivement ce qu'on peut connaître rationnellement. À la limite, s'il y a vraiment un acte de foi, c'est plutôt l'acte de foi dans lequel tout va s'arranger. Enfin, c'est la croyance que tout va s'arranger sans qu'on y intervienne. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui, à mon avis, distingue la catastrophe de l'apocalypse, c'est que même sous des formes rationnelles, comme on en a connu en fait au XXe siècle, l'annonce de la catastrophe se distingue d'un discours apocalyptique en ce sens que, d'une part, c'est une catastrophe qui est imminente, et d'autre part, c'est une catastrophe qui est inévitable. Or, on avait deux figures de l'apocalypse rationnelle au XXe siècle qui ne partageaient pas, qui ne remplissaient pas ces deux critères. Première figure, c'était la découverte de l'expansion de l'univers et la découverte de la vie ou du destin des astres. Et on peut lire, par exemple, chez des auteurs comme Jean-François Lyotard, dans les années 70, toute une réflexion sur l'extinction du Soleil. Bon, on sait qu'un
un jour ou l'autre, notre astre ne nous permettra plus de vivre, mais on date ça à 5 milliards d'années. Donc on a une sorte d'annonce apocalyptique rationnelle d'une fin du monde, mais qui n'engage pas notre action parce que de toute façon, c'est pas pour tout de suite, c'est pas du tout imminent, c'est repoussé, c'est une apocalypse sans arrêt différé. Bon. Et donc le seul type de réflexion qu'on peut avoir à ce sujet, c'est une réflexion, disons, post- ou transhumaniste sur la possibilité de l'homme de vivre dans des conditions autres que les conditions actuelles de la vie, ou éventuellement d'aller vivre ailleurs, etc. Donc là, on avait quelque chose comme une catastrophe nécessaire, bon, c'est vrai, c'est inévitable, le soleil va s'éteindre, on l'a appris, etc. Mais pas imminente, ce qui fait qu'on n'était pas engagé dans l'action. Seconde version, qui est peut-être plus intéressante pour nous, c'est tout simplement ce qui s'est passé à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, avec le risque de guerre thermonucléaire globale, où l'homme a pris conscience, précisément par ses capacités techniques, de sa capacité de s'auto-détruire la planète et donc de s'auto-détruire. Bon. Alors qu'est-ce qui change par rapport à la catastrophe telle que nous on la vit, c'est que là, de ce point de vue, c'était imminent, d'ailleurs on n'est pas passé loin à certains égards, en revanche, c'était pas nécessaire. En d'autres termes, cette destruction était contingente, et contingente en un sens précis, était contingente parce qu'elle relevait d'une décision, d'une possible décision humaine. Alors ce discours sur la contingence d'une apocalypse, quand bien même elle serait rationnelle, ce qui était le cas dans le cas de la guerre thermonucléaire, je pense que c'est ce qui alimente tout un discours sur ce qu'on pourrait appeler la crise, le discours sur la crise. Et on entend encore parfois, dans le journalisme, enfin dans les médias, parler par exemple de crise écologique. Bon, mais qu'est-ce que c'est qu'une crise? Une crise, ça a toujours signifié le renvoi d'une situation à un jugement qui va permettre une action possible. C'est ça une crise. Donc la crise, c'est précisément ce qui nous met en demeure de prendre les bonnes décisions pour en sortir. Or, la situation dans laquelle nous nous trouvons n'est pas une situation de crise. C'est-à-dire, elle a pu être une situation de crise lorsque, dans les années 70, on avait tous les éléments pour savoir qu'on allait justement à la catastrophe et on aurait pu prendre un certain nombre de décisions. Mais on ne les a pas prises à cette époque-là, de telle sorte qu'on est sorti de la période de crise. En fait, on n'est plus dans une période de crise. Si on avait, en quelque sorte, un coup à jouer pour éviter la catastrophe, on aurait dû le jouer avant. Et maintenant, il est trop tard. Donc, c'est de ce point de vue que il y a une singularité de la catastrophe par rapport à l'apocalypse, d'une part sa rationalité, d'autre part son imminence et sa nécessité. Alors, ce qui fait qu'il y a une difficulté pour nous à nous positionner par rapport à cette situation-là. Pourquoi? Parce que lorsque advient un événement auquel, en quelque sorte, on ne peut rien, c'est-à-dire qui ne relève pas de notre action possible, il y a différentes manières de se comporter. Soit tout simplement on fait absolument rien, on se dit de toute façon, puisque c'est pas de notre ressort, ne faisons rien, et puis voilà. Soit, et alors c'est donc de la démotivation tout simplement, on est démotivé parce qu'on se considère que l'action n'a pas à intervenir, on n'a pas de fonction dans cette situation-là. Soit on fait semblant d'agir, on fait semblant de prendre des mesures, de trouver des solutions, alors qu'on est persuadé qu'on ne peut pas en prendre. Alors il me semble que il y a une option pour essayer de comprendre ce que l'on peut faire face à la catastrophe, et on peut poser le problème très simplement, que peut-on faire face à quelque chose qui est inévitable? Au fond, je crois que la seule chose qu'on peut faire face à quelque chose qui est inévitable, c'est se préparer à l'inévitable. Et je pense que cette modalité spécifique de l'action, qui n'est pas celle à laquelle on pense en premier lieu, qui consiste à se préparer à subir ce sur quoi nous n'aurons pas de prise, c'est précisément la modalité même de l'action qui nous est maintenant imposée par cette situation. Et je pense que la catastrophe comme cadre de pensée a pour enjeu éthique ce point qui consiste à dire que la seule chose que nous puissions faire maintenant, c'est nous préparer. Or, on ne se prépare pas. Il y a deux aspects dans cette question, c'est-à-dire est-ce que le catastrophisme constitue la condition de toute pensée dans toutes les civilisations, ou est-ce que la catastrophe concerne toutes les civilisations? C'est évidemment pas la même chose. Alors, sur le premier versant de la question, j'avoue que je ne me sens pas absolument compétent pour répondre. Je pense que les différences tiendraient plutôt justement à la manière dont les sociétés réagissent en fait à la catastrophe et aux modalités de l'action qui sont déployées. En revanche, ce qui me paraît le plus intéressant dans la question, c'est de voir que la catastrophe constitue les conditions de quelque chose comme un nouveau cosmopolitisme. Et ça me paraît tout à fait central, au sens où, au fond, l'effet d'égalisation que provoque la catastrophe sur nos sociétés
est le même, oui, enfin, est le même que l'effet d'égalisation que la catastrophe provoque sur les différentes sociétés. Ce que je veux dire par là, c'est que ça renouvelle, la catastrophe renouvelle une pensée de l'égalité en un sens extrêmement simple, qui est que, en dépit des différences sociales, des différences de pouvoir, qui soient symboliques, économiques, etc., la catastrophe touchera tout le monde. Et la preuve en est que quelques-uns essaient justement de s'en extraire en utilisant ce capital symbolique. Bon, on a tous entendu parler de ces grandes fortunes qui font construire des bunkers sur des îles dont ils estiment qu'elles ne seront pas touchées, etc. Ce qui est probablement stupide d'un point de vue pratique, parce qu'une fois qu'ils se retrouveront sur leur île tout seuls, ils ne survivront pas non plus, mais ce qui est un symptôme très intéressant. Hein, d'une part, du fait que, d'abord, les élites ont tout à fait conscience de ce qui est en train de se passer, et ensuite du fait que, précisément, elles ont aussi conscience que ça touchera tout le monde, sauf exception, hein, sauf à se retirer dans un désert. Mais cet effet donc d'égalisation qui fait que ça touchera tout le monde et que par conséquent, il y a bien quelque chose comme un intérêt général humain qui vient d'être dégagé par ce rapport à la catastrophe, je pense que ça permet aussi de créer les conditions d'une entente internationale, alors qu'il y a beaucoup de peine à s'imposer, mais on voit que là aussi, de la même manière que d'un point de vue d'une politique nationale, enfin la question écologique est devenue centrale, c'est devenu la condition sous laquelle on est en train de construire des programmes, de la même manière au niveau international, on se rend bien compte que l'ordre du monde intégralement va être touché par cette situation et que par conséquent, oui, l'unité au fond de l'espèce humaine en tant qu'elle est menacée dans ce qui constitue son écosystème, le seul écosystème qui est compatible simplement avec sa vie, va être rétablie sur d'autres bases que sur les bases sur lesquelles on avait pu vouloir les établir avant, les droits de l'homme, des bases morales, etc. Là, des bases parfaitement réelles en fait, qui font... En réalité, je pense qu'il y a effectivement ici deux manières de concevoir ce qu'on pourrait appeler en fait tout simplement la mort de l'homme. Euh, une première manière qui a été longtemps pensée dans l'histoire de la pensée, enfin dans l'histoire de la philosophie, au moins à partir du 19e siècle, qui consistait à penser que la mort de l'homme, c'était la séparation, peut-être irrémédiable en fait, de l'homme avec ce qui le faisait être tel, c'est-à-dire ce qu'on appelle en philosophie son essence, c'est-à-dire la séparation de l'homme de sa propre essence. Bon, alors ça a pris différents noms, mais par exemple, l'un des noms les plus célèbres, c'est celui que Marx a donné à cette situation, qui est simplement celui de l'aliénation. Hein, le moment où, en fonction des modes de production, de l'organisation des rapports sociaux, l'homme se perd lui-même, en fait, perd ce qui le fait être tel, et par conséquent a pour but, notamment dans l'action politique, de se réapproprier son essence. Bon, ça c'est une première figure de la mort de l'homme, alors dont on trouverait des échos, même si c'est pas du tout dans le même contexte, mais puisque c'est lui qui a parlé de mort de l'homme, il faut le souligner, c'est dans le contexte de la pensée de Michel Foucault, puisqu'en 1966, dans Les mots et les choses, Michel Foucault annonce lui-même ce qu'il appelle la mort de l'homme. Alors de quelle mort s'agit-il? Il ne s'agit pas simplement de la perte, même pas du tout, de la perte d'une essence de l'homme qui préexisterait, mais c'est simplement la disparition de l'homme comme figure centrale du savoir ou comme point de référence à partir duquel va être pensé ce qu'est le savoir ou les différentes formes de savoir. Il me semble que la catastrophe nous confronte à une toute autre forme de mort de l'homme qui est beaucoup plus, en un sens beaucoup plus simple et aussi beaucoup plus brutale, qui est la disparition réelle tout simplement de l'espèce humaine, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait plus d'être humain sur la Terre. Avec bien entendu tous les mélanges entre ces deux aspects, c'est-à-dire que la question qui se pose est de savoir si confronté à la catastrophe, c'est-à-dire à un processus d'extinction progressive de l'espèce humaine, on ne va pas trouver d'autres formes de mort de l'homme au premier sens, c'est-à-dire d'autres pertes par l'homme de sa propre essence, et si ça ne va pas être ça, au fond, l'enjeu de la restructuration des communautés humaines. Donc la question sera, face à la catastrophe, comment ne pas perdre encore une fois, ou peut-être d'une autre manière, notre essence? Très simplement, comment se comporter les uns à l'égard des autres? Est-ce que ce sera chacun pour soi, la manière survivaliste, enfin, etc. C'est-à-dire comme les gens dont on a pu parler, qui vont s'enfermer dans des bunkers en se disant, bon, voilà, est-ce que quelqu'un qui s'enferme dans un bunker pendant que le reste de l'espèce humaine meurt, est-ce que c'est encore un homme? Est-ce qu'il n'a pas perdu son essence? Ou est-ce que ce sera tous ensemble avec des formes de coopération, de solidarité à inventer? Ça me semble un des enjeux éthiques fondamentaux de ce qui nous attend, de ce qui advient. Et ça recouvre. Alors, je pense que, alors oui, bien entendu, avec cette double question justement de savoir si il peut y avoir comment dire ça, un transhumanisme solidaire, c'est-à-dire si la pensée transhumaniste peut être une pensée du collectif, ce qui n'est pas du tout certain en réalité, et ce qui, à mon avis, même dans des formes embryonnaires contemporaines,
n'est pas du tout le cas. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, peut-être ce qui rejoindrait ce dont on a pu parler aussi tout à l'heure, c'est de savoir si le transhumanisme ou le post-humanisme, qui aurait peut-être lieu de distinguer, mais là c'est pas le sujet, ne relève pas en fait d'une croyance ou d'une foi dans la contingence malgré tout de la catastrophe. Si au bout du compte, c'est pas une manière de se dire, bien sûr qu'il va arriver quelque chose, mais justement la technique, la science, la biotechnologie, etc., nous permettra de l'éviter. Bon. Donc est-ce que c'est pas encore une stratégie d'évitement en réalité qui ne tient par exemple absolument pas compte du fait que les ressources dont on a besoin pour la production technique vont elles-mêmes s'épuiser de manière à peu près concomitante, etc. Donc, alors, en tant que philosophe, ce qui m'intéresse dans la question du catastrophisme, c'est que elle permet, alors toujours comme condition de pensée, comme cadre général de pensée, elle permet de rejouer en réalité un certain nombre de problématiques philosophiques, métaphysiques, traditionnelles. L'une des problématiques philosophiques les plus traditionnelles prend la forme d'une opposition entre ce qu'on appelle des idéalistes et des réalistes, c'est-à-dire deux types de rapports à la réalité. Le premier rapport à la réalité, disons idéaliste, est un rapport qui consiste à considérer que le réel n'est qu'en tant qu'il est pensé, qu'il appartient à la pensée, qu'il est une modalité de la pensée. Au contraire, on appellerait réaliste, au fond, un philosophe qui pense que l'extériorité de la pensée et du réel est une donnée première sur laquelle on ne peut pas revenir. Alors, pourquoi est-ce que la question du catastrophisme m'intéresse du point de vue de cette problématique qui paraîtra un petit peu abstraite? Précisément parce que, d'une manière ou d'une autre, le catastrophisme est une pensée du monde comme étant destiné à être un monde sans nous. En d'autres termes, le catastrophisme est une pensée qui, dans une certaine mesure, affirme ou réaffirme les droits du réalisme en philosophie. C'est la pensée du monde en tant que le monde est destiné à être saisi indépendamment de la pensée qu'il pense, pas pour des raisons qui sont des raisons absolument philosophiques ou métaphysiques, mais pour des raisons réelles, qui est que, de fait, l'avenir du monde est d'être un monde dépourvu de la pensée des hommes pour le penser. Alors, d'un point de vue philosophique, ça m'intéresse beaucoup, parce que ça signifie que tant qu'on est encore là, notre tâche est de penser, même si c'est un paradoxe, de penser, nous, le monde tel qu'il est sans nous.